là, je m'en vais vous présenter le thème les activités locales et l'investissement des jeunes. Et aussi, je me suis intéressée à présenter, on peut dire, le quotidien de la jeunesse mauritanienne, pour ne pas trop parler d'autres choses que j'aurais pas d'idée. Donc là, on a le sommaire. On aura d'abord l'introduction, ensuite on aura l'investissement des jeunes pour le développement, donc la participation des jeunes au niveau local, c'est-à-dire universitaire, les quartiers et villes. On aura les activités culturelles, les activités estudiantines, les activités humanitaires. En grand B, on aura des initiatives de développement en milieu urbain, c'est-à-dire la participation des jeunes dans les communes, les assainissements, le sport et l'éducation. On a des initiatives de développement en milieu rural, donc la participation rurale des jeunes. On a les barrières à franchir, le manque de volonté politique et petit B aussi les manques de moyens, et ensuite on va conclure. Donc là je fais une présentation d'abord de la Mauritanie. La Mauritanie est un pays de l'Afrique du Nord-Ouest. Elle possède une côte de 600 km donnant sur l'océan Atlantique, s'étirant de Diago au sud jusqu'à Nouadhibou au nord. Elle possède des frontières avec l'Algérie, le Maroc, le Mali et le Sénégal. Celles-ci ont été tracées par les colonisateurs français, ce qui explique les lignes droites, sauf que le fleuve Sénégal, qui constitue une frontière naturelle entre la Mauritanie et le Sénégal. Elle est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique. La Mauritanie a une population de plus de 3000, parce que ça c'est le chiffre depuis 1998. Donc actuellement on a le nouveau enrôlement, on n'a pas exactement le chiffre exact. Et 52% de la population mauritanienne est jeune. Donc aussi je voudrais m'accentuer aussi sur une chose, c'est qu'en Mauritanie on a 50% des Arabes et 50% des Noirs mauritaniens. Donc, ce qui explique un peu la diversité du pays. Donc, la jeunesse mauritanienne, qui représente une forte composante de la population mauritanienne, s'investit dans tous les domaines pour promouvoir un développement local basé sur l'entraide et la solidarité à travers des activités de manifestations de tout genre. Et ça, malgré leurs moyens qui sont trop limités, ni même quasi inexistants. Donc, en outre, cet investissement humain se traduit sur le plan du développement local, le plus axé dans le domaine de la santé, de l'environnement, dans le domaine de la santé, de l'environnement, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté. Bon, il est clair que l'implication de la société civile à tous les niveaux de processus de développement est un gage de réussite des programmes à travers notamment une meilleure définition des besoins et une appropriation renforcée le désengagement progressif de l'État en Mauritanie a permis l'émergence d'une multitude d'associations, notamment de jeunes, de femmes et d'ONG, dont les initiatives sont souvent prometteuses. Même si ces structures sont relativement jeunes et souvent confrontées à des problèmes d'organisation, de manque de moyens, de compétences, il est vrai que toutes sortes d'acteurs organisationnels, organisations sociales, opérateurs économiques, institutions publiques décentralisées y font régulièrement référence. Il y a programmes et d'actions initiés par des collectivités territoriales qui ne le mentionnent. Les États en font aujourd'hui un élément incontournable de leur politique de développement. Pourtant, les fondements politiques et idéologiques de cette notion de développement local sont divers, voire opposés pour certains, notamment des chercheurs anglo-saxons, qui parlent alors de développement communautaire. Il est la conséquence de l'échec des États. Pour d'autres, il est une manière de rompre avec les tendances lourdes de la mondialisation. Pour d'autres encore, il est un espace d'autonomisation des acteurs privés face à des pouvoirs politiques nationaux défaillants ou prédateurs. Cependant, face à tout ça, on observe une réticence vers la disparition des groupes ou associations de jeunes qui s'investissent dans le développement de leur pays. Bon, on a la participation des jeunes au niveau local. Depuis des décennies, on observe à travers la jeunesse d'une manière générale, qu'elles soient filles ou garçons, depuis filles ou garçons, une implication faible, soit-il dans le processus de développement local, que
que ce soit chez les universitaires ou les personnes ordinaires. La promotion du développement local est devenue un gage pour faire changer le vécu quotidien de ces populations, les vulnérables, et depuis peu, la jeune féminine universitaire a aussi pris le relais, s'activant aussi à la manière à des activités à but non lucratif. D'abord, au niveau universitaire, il y a plusieurs associations, soit de villes, d'origine ou de filières. Donc là, c'est-à-dire au niveau de l'université, dans chaque département, on a une association, soit une association des géographes ou une association des sociologues, une association des juristes. Et d'autre part aussi, il y a des syndicats. Et il peut aussi y avoir des associations 100% filles. Il n'y a pas d'association 100% garçons, mais il y a une association quand même 100% filles. Donc, qui s'activent de manière quand même générale dans les buts qui ne sont pas lucratifs. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une association où je fais partie, l'association des filles étudiantes mauritaniennes dont je vous parlais. C'est une association qui est créée en 2008 et qui a pour but premier d'abord de mettre en relation toutes les filles de l'université de Nouakchott et ensuite de promouvoir les droits de la femme et d'organiser des activités uniquement qui concernent la femme. Donc, et ensuite, au niveau des quartiers, on a des associations, bon, ce n'est pas des associations, mais ce sont les filles ou les garçons du quartier se réunissent chaque jour ou chaque fin de semaine et chaque personne doit déposer par exemple une somme. Donc on prend, comment je vais appeler ça, on prend le total de la somme et on va faire un tirage au sort, donc une personne va prendre ça et c'est à tour de rôle. Donc ça c'est pour d'abord pour ne pas aller prendre de l'argent dans les banques parce que là il y aura un pourcentage et dans les tontines il n'y a pas de pourcentage. Donc j'ai mis même tontine, je pense que je l'avais mis en gras. C'est ça, chez nous on appelle ça des tontines. Donc c'est une manière de se réunir, de réunir beaucoup d'argent, chaque personne produit et une personne va prendre ça et à la fin c'est à tour de rôle on fait ça. Ensuite dans les ça c'est dans les quartiers. Donc en ville, ce que fait les jeunes en général, ce sont si tous les jeunes d'une ville se réunissent pour assainir toute la ville ou les mosquées, voire les hôpitaux, ou rarement aussi pour animer des semaines culturelles. Donc là pour les semaines culturelles, pour la plupart du temps, ça se fait dans les écoles. En fin d'année, on organise des semaines culturelles pour rappeler nos valeurs, pour aussi expliquer un peu aux enfants comment vivre, par exemple, les grands-pères de la population mauritanienne, voire sénégalaise, parce que c'est un peu lié entre le Sénégal et la Mauritanie, on a presque les mêmes cultures. Et on organise aussi des soirées culturelles ou musicaux pour sensibiliser sur certains sujets, par exemple les mutilations génitales féminines, le sida et voire autres. Et les activités estudiantines sont rares parce que ça ne se fait souvent que dans l'année scolaire. Donc ça s'arrête juste, c'est juste pendant les 9 mois, chaque association a le droit à faire 2 associations, voire 3, selon la disponibilité des amphithéâtres. Et pour l'association, j'ai pris ici l'exemple de l'association des filles encore. Donc au niveau de l'association, on organise des débats de sensibilisation ou des journées de don de sang pour sauver des vies. Voilà, là j'ai un exemple d'une journée de don de sang, c'était la 3e édition qui était organisée par les filles étudiantes aussi. Vous voyez un homme derrière, lui il fait partie des membres fondateurs de l'association. Donc là c'est pour dire aussi que malgré que ça soit 100% filles, derrière il y a toujours des hommes quand même qui nous soutiennent. Et là c'est l'ensemble du groupe de filles universitaires. Bien qu'il y a plus de filles à l'université, on a, je pense, 40% des filles, des étudiants mauritaniens sont des filles. Donc, mais là, ce sont les membres fondatrices de l'association. Là, c'est une autre association que l'on appelle l'ARR, Agir Ensemble pour Rosso. Rosso, c'est une ville frontalière avec le Sénégal. Donc, cette amicale, c'est une association surtout
qui soutient les activités humanitaires. Donc, souvent, là, vous voyez, c'est écrit Soukeroukor. Soukeroukor, c'est une expression wolof qui veut dire sucre du Ramadan. Donc, on appelle ça comme ça, on appelle ça sucre du Ramadan, mais quand je traduis ça, ça n'a pas de sens. Mais chez nous, ça a du sens parce que pendant le mois du Ramadan, il y a des familles qui sont diminuées, donc on a des collectes, on cotise, on amène aussi des fois les rations de chez nous, donc on donne ça aux familles les plus diminuées et pendant les fêtes aussi de Tabaski, je ne sais pas comment on appelle ça en arabe, la grande fête de Tabaski ou la fête de Korité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on achète aussi des moutons et des habits, on amène ça dans les maisons les plus pauvres, donc on les donne ça. Et ça c'est de notre propre argent, soit on fait du volontariat dans les ONG, donc nos indemnités, on cotise et puis on achète ça pour les gens. Oui, là c'était le Ramadan passé où on avait les collectes, là on a le sucre, je pense, et le riz, donc qu'on pesait pour qu'il y ait une égalité pour chaque famille et qu'on donnait. Et là c'était le jour où on devrait partir rencontrer les familles pour les denrées. Les initiatives du développement urbain. Donc les jeunes et les femmes font des jardins de légumes, donc le maraîchage, pour alimenter les marchés locaux. Les jeunes aussi font des journées de sensibilisation sur la santé, le VIH/SIDA. Et tout ça aussi c'est du volontariat. Ils ne sont pas dans des organisations ni dans des associations, donc c'est juste des jeunes des quartiers qui se regroupent pour faire ces activités. Mais quand même, pour la vaccination des enfants, souvent c'est le ministère de la Santé qui demande ça. Donc les jeunes y participent aussi et on fait aussi des semaines culturelles, on organise des théâtres ou des tournois sportifs qui sont des fois financés par le maire d'une ville ou par le gouvernement. Et aussi des activités politiques. Oui. Donc, en ce qui concerne l'assainissement, les jeunes filles et garçons se constituent en groupe pour chaque quartier. Donc là, au lieu de faire une rencontre avec toute la jeunesse d'une ville, on fait par quartier. Chaque groupe nettoie son quartier. Mais ça, c'est juste la première phase. La deuxième phase, c'est à la mairie maintenant de rassembler et d'amener les poubelles. Mais nous, on fait juste que balayer et maintenant, c'est à la mairie de faire le reste. Oui. Voilà, là, c'est ma ville natale. Donc, voilà, c'est dans un quartier où on devrait aussi faire l'assainissement. Voilà, là c'est un groupe d'un des quartiers. Et là aussi, c'est quelques filles aussi qui faisaient partie de l'assainissement que l'on appelle Sersetal, c'est-à-dire, quand je vais pas dire ça, Sersetal, c'est-à-dire lavage. Voilà, si je peux expliquer ça comme ça. Donc, en ce qui concerne les sports, c'est souvent pendant les vacances que l'on organise des navetans. Navetan veut dire l'hivernage. Donc, les jeunes de chaque ville organisent des coupes qui sera financées par le maire de la ville. Donc, souvent, c'est ce qu'on fait pendant les vacances. Et en ce qui concerne le programme de l'année prochaine, on les intègre avant même l'année scolaire. Donc, la participation rurale. Aujourd'hui, on fait face à l'exode rural. Donc, du coup, la plupart des jeunes vivent en ville parce qu'ils sont à l'université ou ils font des activités informelles en ville. Donc, du coup, il n'y a pas plus. Ils sont plus dans la capitale que dans le rural. Voilà. Donc, là, c'est l'exemple d'une ville en Mauritanie que l'on appelle Teidi. Donc, tu passes. Donc, les problèmes que l'on rencontre, c'est surtout le manque de volonté de l'État. Parce que les jeunes ont l'ambition de faire, ils font même, mais des fois il y a le frein. On nous freine parce qu'on nous dit vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas la permission. Alors que pour bien faire, moi je pense qu'on n'a même pas besoin d'une permission pour balayer notre propre vie. Donc là c'est le premier obstacle que l'on rencontre.
Et aussi le manque de moyens, parce que malgré tout, on amène des balais de chez nous, on amène nos propres brouettes et tout, alors que la mairie a le financement pour ça, donc ils pouvaient au moins nous donner le matériel et le reste, on pouvait le faire. Voilà. Donc, la conclusion, enfin, on peut dire que l'État fait des efforts, c'est vrai, parce qu'en 2011, il a créé un programme que l'on appelle ML, les gens entrent. Il y a plusieurs jeunes qui y travaillent, mais ça manque toujours, vu qu'on a 34% de la jeunesse mauritanienne qui est en chômage, donc ça constitue vraiment un problème. Mais néanmoins aussi, on reconnaît aussi les activités que font la société civile, le réseau pour la promotion de la citoyenneté, l'association mauritanienne droits de l'homme où je travaille, la FCF, l'association des femmes chefs de famille, qui s'active pour valoriser le genre par des activités de sensibilisation et de formation des jeunes leaders. Voilà en gros ma présentation. Remercier le chef d'équipe pour cette présentation qui est beaucoup plus, qui a mis beaucoup plus le point sur l'expérience pratique plus que théorique. Cependant, j'ai quelques questions à vous poser, notamment concernant la diversité de la population mauritanienne. Vous avez bien cité qu'il y a 50% de Mauritaniens blancs et 50% de Mauritaniens de couleur noire. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de discrimination entre les deux, les différentes populations qui composent la société? Une autre question à laquelle vous pouvez répondre au débat d'ailleurs, est-ce que les associations ou le tissu associatif en Mauritanie couvre l'ensemble du territoire ou il se limite uniquement à la capitale Nouakchott? Vous avez cité qu'il y a eu cette volonté d'action de la part des jeunes, mais qui reste tout de même limitée par l'État. Est-ce que c'est dû au manque de volonté politique? Est-ce que c'est dû au manque des moyens financiers dont dispose l'État? Ou est-ce que c'est dû à une mal-organisation des deux composantes? Et là, je céderai la parole à mademoiselle Aïda Mrabat, qui est bien évidemment coordinatrice de l'Association algérienne des gestionnaires et des entrepreneurs, dans un réseau qui couvre tout le Moyen-Orient et le Maghreb arabe. Et son intervention va porter sur l'insertion de la femme active algérienne dans les postes décisionnels à travers le renforcement du leadership féminin. Bonjour, déjà je remercie les organisateurs de nous avoir permis d'être ici, de présenter le projet. Donc c'est Aïda Mrabat, donc le manager de l'association algérienne Manager et Entrepreneurs. Et en même temps, j'ai la double casquette sur un projet initiative qui est Alouani Algérie, c'est Activons Mali de Near Est, donc qui regroupe 16 pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc dans chaque pays, il y a son comité qui travaille sur les femmes actives. Donc, moi, qu'est-ce que je vais commencer? Je vais essayer de faire passer une petite vidéo. Donc, j'aimerais juste, sur la vidéo, donc elle va regrouper juste comment mon comité a travaillé pendant une année. Donc, j'aimerais juste...
Donc par rapport à cette vidéo, je voulais juste montrer que l'engagement par rapport à toute une équipe, donc de les avoir motivés et le travail volontaire et bénévole était très pour les impliquer, on a effectué beaucoup de travail sur soi, etc. Donc je suis fière de l'équipe Eloani Algérie que je représente aujourd'hui. Donc je vais passer à la présentation. Par rapport le plan de travail, donc durant le premier mois, donc on a essayé de créer nos missions et notre vision et le but. Donc j'ai présenté le comité membres qui sont composés de 15 membres. Donc notre travail a été basé sur plusieurs phases. Donc je vais essayer de ne pas trop m'étaler par rapport à ça. Et on a essayé de faire notre plan d'action 2013. Donc par rapport à notre mission, c'est pour le renforcement de la femme, pour devenir un rôle modèle pour les femmes algériennes, afin de leur permettre de faire un changement positif dans la société. Dans notre vision, c'est sensibiliser la société à devenir consciencieuse et afin de s'impliquer par rapport à la parité, par rapport qu'il y ait de plus de chances pour les hommes et les femmes dans les postes décisionnels. Notre but, c'est d'accroître le nombre de femmes actives et leur participation au processus de prise de décision et en même temps de construire la nouvelle génération. Nous, durant le programme, on avait fait, c'est-à-dire tous les pays, la deuxième phase du programme, il y a eu la phase du mentorat. Donc on avait fait, c'est-à-dire on a composé notre équipe sur 7 mentors, on était 15, donc il y avait 7 mentors et 8 mentis. Donc là, les 7 mentors ont essayé de coacher ou de prendre sous leurs ailes des universitaires afin de travailler, et c'était dans l'optique de faire un plaidoyer sur la femme active. Donc le travail a été fait sur 7 mois. Sur 7 mois, on est arrivé à rédiger notre policy report. Donc chaque pays a rédigé son policy report. J'aimerais juste faire passer le policy report qu'on a rédigé et on a soumis ça au sommet régional qui a eu lieu à Amman il y a 2 semaines. Donc c'est vraiment c'est les 16 pays qui ont rédigé. Donc il y a l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Palestine, le Qatar, donc tous 16 pays du Moyen-Orient. Donc chaque pays a rédigé son policy report, son plaidoyer par rapport à son pays, par rapport aux problèmes des femmes. Dans notre cas, on a choisi l'insertion de la femme dans le développement et le renforcement du leadership. Et donc j'aimerais juste faire passer... Donc là, pour le rapport, avant de rédiger le rapport, on a travaillé en couple, le mentor et le mentee. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 mentees, que j'ai eu sous mon aile. Donc j'ai essayé de les coacher sur comment rédiger un plaidoyer, de comment faire, elles étaient formées en tout ce qui est mentoring. Donc là, la formation a eu lieu en Tunisie. C'était une relation qui était vice-versa. Donc, moi, par exemple, l'expérience que j'ai eue de mes mentees, ils m'ont plus soutenue qu'autre chose. C'est-à-dire que c'était plus, comme c'était un travail qui devait impliquer beaucoup de responsabilités, donc par rapport, on devait le rédiger, en même temps faire des recherches et aller essayer de trouver les parties prenantes ou bien de comment valider le projet. Donc le travail par rapport sur le plan universitaire, c'est-à-dire elles ont pu aller sur le terrain, faire les sondages, essayer de contacter les gens, ils ont réellement fait un travail de terrain. Ce
Ce que je veux parler par rapport au comité, le comité, même si c'est une action pour les femmes, mais le comité est composé de hommes et de femmes, chercheurs, universitaires, entrepreneurs, donc qui travaillent pour essayer d'avoir un changement positif dans la société et d'essayer de trouver des solutions dans la participation de la femme à l'insertion du processus de prise de décision. Donc, on a eu 15 réunions. Sur les 15 réunions, donc, sur les 15 réunions, donc, on a eu un projet. Donc, notre projet, donc, on a partagé les idées, on a fait la création de notre équipe. Et donc, à travers la problématique qu'on a trouvée, donc le problème majeur qu'on a trouvé, c'était sur le plan économique et sur le plan politique. Donc, on a élaboré notre projet. Donc, je vais juste essayer de vous donner sur comment on a travaillé. Donc, en Algérie, les femmes représentent 51% de la population. Elles jouent un rôle important dans le processus national de développement de par leur participation au développement socio-économique du pays. Toutefois, les statistiques nationales ont montré que malgré le rôle le plus prépondérant des femmes dans les différents domaines d'activité, la participation de la femme aux processus nationaux de prise de décision au niveau local et national et la participation de la femme à la vie publique et politique sont très d'écart ou des attentes. Dans le souci de respecter les engagements découlant des conventions et rencontres internationales, la question de l'amélioration de la protection des droits de la femme est devenue l'une des principales préoccupations du gouvernement. Pour ce faire, des initiatives de renforcement des capacités institutionnelles et juridiques ont été prises. La persistance des relations d'inégalité, le manque d'équité entre les hommes et les femmes, l'implication limitée des hommes dans le programme en faveur de la femme et de ses droits différents domaines constituent encore un frein au développement durable du pays. Cette situation qui consacre la faible performance des cadres institutionnels et juridiques, ainsi le faible impact des stratégies, programmes et projets destinés à promouvoir la femme, met en relief les défis importants à relever en termes d'action de plaidoyer pour pallier faiblesses et contraintes constatées. Selon le plan politique, la représentation des femmes dans les structures politiques varie entre 3 et 7%. Sachant qu'en janvier 2012, en Algérie, on a eu une loi sur la parité. Donc, on a eu le quota des 30%. Donc, qui a été atteint puisque nous avons eu nos élections en mai 2012, où il y a eu les 30% par rapport au quota. Les cabinets ministériels, les missions diplomatiques et les institutions internationales se caractérisent par faible représentativité des femmes. Ils ont de même au niveau des instances de direction, des partis politiques et des ONG. On menait plusieurs actions dans l'information, l'éducation, la formation, les enquêtes et les plaidoyers. Donc, par rapport à notre travail de recherche, donc le but de notre travail était d'accroître la participation des femmes actives algériennes dans le processus d'insertion au poste de décision, ce qui constitue des actions programme intitulé, donc on a intitulé Promouvoir le leadership féminin en Algérie, sous le réseau Al-Wani que nous avons initié. Donc l'objectif général de notre projet est de développer les compétences des femmes actives sur le plan managérial et leadership, afin de lui permettre d'accéder au poste de décision dans tous les domaines. Et enfin, concrétiser le principe de l'égalité des sexes. Donc l'objectif sera atteint à travers 3 axes d'intervention, à savoir l'élaboration d'un mécanisme ou d'un système de mentorat qui favorise l'intégration au poste de décision. L'axe 2 est de renforcer les capacités des structures et des organisations pour développer la femme algérienne. Le troisième axe est de la création d'un réseau en ligne de mentorat. Enfin, Al-Wani Algérie vise à améliorer la situation de la femme en persuadant les décideurs, les leaders des partis politiques et tous les autres acteurs du développement à agir
effectivement et efficacement pour promouvoir la femme et augmenter sa participation dans la prise de décision. Donc là, on a, par rapport aux autres pays, les autres pays sont assez avancés par rapport à leur plaidoyer qu'ils ont effectué. Par exemple, le Maroc, ils ont choisi l'éducation, mais ils ont déjà fait des actions concrètes sur le terrain. Donc déjà pour la journée de la fille, donc qui a eu lieu il y a quelques semaines de ça, donc ils ont fait une table ronde où ils ont fait des actions de sensibilisation en ce sens. Par contre, pour le comité Algérie, donc pour les actions de 2013, donc on veut exécuter notre plan d'action. Déjà, à travers la création de la plateforme en ligne de mentorat, qui est très très importante pour nous pour le long terme par la suite. C'est elle qu'on veut développer le plus. Et l'élaboration du mécanisme de mentorat, c'est d'essayer d'institutionnaliser et faire promouvoir une loi qui va être insérée dans les instances, donc entreprises et tout ce qui est public, c'est-à-dire le secteur public et privé, et le renforcement des capacités par la formation. Ça veut dire que si on veut créer la nouvelle génération, et il y a le système de mentorat, donc on va pérenniser le système et on ne va pas perdre le savoir-faire, essayer d'avoir une génération formée et préparée. Voilà, merci.